au journal sur Eden TV. Bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, l'analyse de Victor Tokpanou relative à l'opposition récurrente des Béninois à toute idée de révision de la Constitution. Le politiste évoque l'opposition de soupçons comme un élément de son analyse. On l'entendra dans ce journal. Muhammadu Buhari tient à nouveau les rênes du pouvoir au Nigeria. Le président nigérian a mis hier officiellement un thème à la période d'intérim à la tête de l'État du Nigeria. Adama Barrow entame aujourd'hui une tournée européenne. Première étape de son voyage, la France. On ouvre cette édition par la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Ce jour, mardi 14 mars 2017, elle s'est déroulée en différé au ministère de la Justice. Occasion pour les femmes de ce département ministériel d'avoir des échanges sur les questions relatives à l'autonomisation socio-économique de la gente féminine. C'est le directeur de cabinet du ministre de la Justice qui a représenté le ministre Diogbenou empêché à cette activité. Ce n'est qu'une notion, il s'agit du consensus national, mais le défaut de ce consensus peut nuire à tout processus de révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. On se souvient tous de la décision DCC 06024 du 8 juillet 2006 par laquelle la Cour constitutionnelle déclarait la révision de la Constitution de juin 2006 contraire à la Constitution de décembre 1990. Au-delà des mots, qu'est-ce que c'est que le consensus national, comment l'obtenir et quelle est son importance dans un processus de révision de la Constitution? Question pour Frédéric Serplan, Frédéric Fiossi et Denis Maroya. L'année 2017 pourrait être celle de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. C'est du moins l'ambition du gouvernement de Patrice Talon. Mais face à cette volonté se trouve un possible obstacle, la décision DCC 06-074 du 8 juillet 2006 qui avait déclaré la révision de la Constitution en date du 23 juin 2006 contraire à la Constitution d'origine, évoquant l'absence d'un consensus national. Que comprendre de ce principe auquel le juge constitutionnel a accordé une valeur constitutionnelle? Non, c'est une notion qui est floue, c'est une notion qui n'est pas précise, c'est une notion qui est constitutionnellement même non identifiée. Parce que nulle part dans la Constitution, vous n'allez voir écrit consensus national. C'est vrai qu'il y a des décisions qui sont venues après, notamment en 2010, où la Cour a essayé quelque peu d'expliquer ce principe à valeur constitutionnelle, pour dire que le principe à valeur constitutionnelle ne veut pas dire qu'il faut l'unanimisme, mais qu'il faut que le plus grand nombre soit associé à la prise de décision. Dans le contexte politique actuel du Bénin, comment atteindre ce consensus national? Oui, pour moi, le consensus national consisterait d'abord à vulgariser le projet de loi de révision, pour que tous les citoyens sachent que bon voilà dans la direction dans laquelle on voudrait aller désormais. Et en dehors de cela, il faut qu'il y ait un débat national. Dans tous les lieux, dans tous les cercles, on peut faire des débats par rapport à la révision. Il faut faire ce débat-là à l'université, dans les télévisions, à la radio. On a la chance aujourd'hui, il y a beaucoup de radios. Et donc, les radios, même en langue nationale, peuvent soulever le débat et les citoyens vont s'exprimer. Mais pourquoi voulez-vous modifier sans leur avis ce consensus au point où vous voulez leur imposer désormais un mandat unique? Pourquoi? C'est ça ce qui est incompréhensible dans l'histoire. Si vous choisissez de revenir sur un consensus qu'ils ont adopté, venez les voir, expliquez-leur. Le gouvernement gagnerait donc à rendre assez tôt disponible le projet de révision de la loi fondamentale. On n'a que 83 députés sur 10 millions d'habitants. C'est vrai, les députés sont nos représentants, nous sommes dans une démocratie représentative. Mais on ne peut pas dire que c'est seulement au niveau des députés que le débat se fera. Quand même, il faut que le débat se fasse, pas seulement à l'Assemblée, mais avant l'Assemblée nationale. Et donc, moi, je crois même que c'est avant le dépôt du projet que le gouvernement devrait vulgariser le projet et faire organiser ce débat-là. Si le vote parlementaire peut être contesté, quant au consensus national qui s'en dégage ou non, la voie référendaire semble être inattaquable. Oui, si le peuple vote à l'unanimité, alors là, ça veut dire que le consensus est acquis. Oui, parce que nous sommes dans une démocratie représentative et c'est la voix de la majorité qui l'emporte. Si c'est le peuple même qui se prononce en toute souveraineté, là, le consensus, de mon point de vue, est établi.
Par voie référendaire ou parlementaire, le consensus national reste en définitive une épée de Damoclès qui plane sur la tête des révisionnistes et même du projet de révision de la loi fondamentale du 11 décembre 1990. Oui, si le principe de consensus national n'est pas respecté et qu'on va jusqu'au bout de la révision et que dans les faits, c'est montrer que le consensus n'est pas réalisé, la Cour elle peut rejeter, n'est-ce pas, la révision de la Constitution. Parce que la Cour est liée par sa propre jurisprudence. Révision de la Constitution encore. L'idée de cette révision, vous le savez, a souvent suscité diverses réactions chez les Béninois. Au mieux, ils crient « haro sur le baudet ». Au pire, ils manifestent une vive opposition à toute idée de révision de la Constitution. Pourquoi cette opposition récurrente? Écoutez l'analyse du professeur Victor Tokpanou. Il est politiste, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Je m'amuse souvent à dire que les élites béninoises intellectuelles et politiques sont atteintes de ce que j'appelle la constitutionnite. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont adopté leur constitution en 1990, il n'y a pas eu une seule période où il n'y a pas eu un débat sur la révision de la constitution. C'est-à-dire qu'à peine même adopté, que déjà on a commencé par parler de sa révision. Je vous ai répondu dans la première partie. Pourquoi est-ce qu'on veut réviser? On ne le sait pas. Et parce qu'on ne le sait pas, ou en tout cas parce que ceux qui ont l'initiative de la révision ne le disent pas de façon claire, simple, nette, pour emporter l'adhésion des citoyens, parce qu'ils ne savent pas le faire, les gens les soupçonnent. Et donc, sous Yahi Boni, le motif principal de l'opposition, qu'il s'agisse de l'opposition venant des élites intellectuelles et politiques ou même de la part des populations, on peut dire que c'est une opposition de soupçon. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une opposition? Il y a une opposition désormais parce que le vrai débat est exigé. Pourquoi on veut réviser? On n'a pas les arguments convaincants. On s'intéresse maintenant à une récente décision de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas si longtemps que cela, le juge constitutionnel prenait une décision relative à la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé. Cela avait suscité une confusion au sein de l'opinion. On a entendu parler de la violation de la Constitution, bien que la décision de la Cour ait parlé de méconnaissance de la Constitution. Aujourd'hui, on va tirer cette affaire au clair, n'est-ce pas, Horacia Djodji? La loi 2016-24 portant cadre juridique du partenariat public-privé votée le 11 octobre 2016 et promulguée le 24 octobre de la même année par le président de la République ne sera pas applicable en l'état. Telle est la décision de la Cour constitutionnelle du 23 février 2017. Mais au lendemain de cette décision DCC 17-039, une confusion naît au sein de l'opinion. Le juge constitutionnel, dans sa démarche, n'a pas dit que la loi est contraire à la Constitution. Mais le juge constitutionnel a dit qu'il y a eu vice au niveau de la procédure de promulgation de la loi. Alors, qu'est-ce que la loi dit pour la procédure? Il faudrait qu'au regard de l'article 117 de la Constitution, soumettre au juge constitutionnel et de façon obligatoire toutes les lois avant leur promulgation. Et c'est ça, en droit constitutionnel, on parle du contrôle a priori de la loi. Et dans ce contrôle a priori, c'est soit le président de la République ou soit n'importe quel député qui a la possibilité de traduire cette loi devant le juge constitutionnel pour contrôle de conformité. La loi sur le partenariat public-privé n'est donc pas contraire à la Constitution, mais cette décision de la Cour constitutionnelle produit des effets juridiques. Le juge dit qu'en l'état, la loi ne peut pas être mise en application. Cela voudrait dire que la décision du juge constitutionnel n'annule pas l'adoption, l'étape de l'adoption qu'il y a eu au Parlement. Et donc, la loi est là, mais ne peut pas être appliquée. Et donc, l'effet que ça devrait avoir sur la loi elle-même, c'est que la loi devrait être réintroduite devant le juge constitutionnel pour le contrôle a priori. Si c'était que la décision disait que la loi a violé la Constitution, c'est que la loi repart au Parlement pour une nouvelle adoption.
Les effets juridiques pourraient également porter sur les actes pris par le gouvernement sur la base de cette loi. Il se pose alors la question de la rétroactivité de la décision DCC 17-039. Les effets des actes pris en amont sur la base de cette loi. C'est là que la question devient très ambiguë. Parce que dans une première démarche et dans une première lecture, on pourrait dire que tout acte pris en fonction de cette loi devient des actes inexistants. Mais il faut reconnaître que puisque la loi a été votée, promulguée et donc mise en vigueur, la loi a existé. Et on a dû poser des actes au regard de cette loi. Mais je ne pense pas que le juge puisse aller dans un autre sens. Le juge devrait pouvoir dire que les actes pris au regard d'une loi qui n'est pas régulièrement mise en vigueur, les actes devraient, à mon avis, être purement et simplement annulés. Reste désormais au gouvernement à envoyer la loi sur le partenariat public-privé auprès du juge constitutionnel pour un contrôle de constitutionnalité avant une nouvelle promulgation. Éducation, des mois sont passés maintenant après la rentrée scolaire 2016-2017. Les écoliers et élèves ont déjà eu le temps de boucler soit le premier semestre pour les uns, soit le second trimestre pour les autres. Leurs premiers résultats sont-ils prometteurs quant à leur possibilité de réussite aux futurs examens nationaux? Carnot François, Rongberi Hentor et Denis Marouya ont posé la question à certains enseignants. Suivez. L'année académique 2016-2017 suit son cours normal et déjà nous sommes en mars. Pour ce mois de mars qui marque la fin du premier semestre pour les secondaires et celle du deuxième trimestre pour les plus petits du primaire, il est opportun de faire des projections concernant le taux de réussite aux examens nationaux de fin d'année en se basant sur les résultats obtenus par les apprenants. Pour les directeurs d'écoles primaires et CEG, les examens de fin d'année pourraient donner un taux de réussite satisfaisant vu les résultats obtenus par les apprenants à la fin de ce semestre. Nous avons tenu notre conseil avant d'aller en congé de détente. Nous avons délibéré, le conseil des professeurs a siégé pour étudier et analyser les résultats du premier semestre. Dans l'ensemble, globalement, ça tourne autour de 66%. Dans certaines promotions, la troisième, c'est là où ça a baissé un peu vers les 56%. Vers les terminales, il y a des classes qui n'ont pas bien travaillé. Et nous tournons autour de 50% aussi. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas alarmant. Pour les examens, je présage d'un avenir bien radieux. Des résultats, n'est-ce pas, nettement meilleurs par rapport à ceux que nous avons enregistrés l'année dernière. Dans le rang des enseignants, le constat est le même, sauf qu'il y a une explication. Pour les cas d'examen, ce qu'on escomptait, on n'a pas eu. On n'a pas eu peut-être parce que, bon, on a mis un peu plus de rigueur dans le travail cette année. Donc, les enfants n'étaient pas habitués à cette rigueur, donc ça les a perturbés un peu. Encore quelques semaines d'une part pour les enseignants de dispenser et de finir le programme scolaire en cours et d'autre part pour les apprenants d'assimiler et d'être prêts pour les examens de fin d'année. Mais en attendant la fin d'année, continuons d'espérer que le taux de réussite aux examens nationaux de fin d'année soit meilleur que celui de l'année passée, même si les apprenants pour cette année semblent être encore dans l'ignorance du danger qui les guette. Et l'objectif pour les acteurs du système éducatif béninois, c'est éviter les échecs massifs aux examens nationaux, comme ce fut le cas durant l'année scolaire dernière. Et cette lutte contre ces échecs peut être perturbée par un comportement qu'on observe dans le département du Koufo, c'est l'inexistence du suivi scolaire, un mal que combattent les enseignants de cette région, vaille que vaille. La quasi-totalité des personnes interrogées à Azové et à Plahoué sont unanimes sur le fait que le suivi scolaire des apprenants ne fait plus la grande préoccupation de leurs parents. Il y a certains parents qui ne s'intéressent plus à l'étude de leurs enfants. Peu importe ce que les enfants font à l'école, ça ne les concerne plus. Ils n'arrivent même pas à demander la moyenne que leurs enfants ont eue à l'école. Nos parents ne savent pas que si on envoie l'élève, l'enfant à l'école,
il faut un suivi. Donc, eux, ils ont envoyé l'enfant. Donc, si l'enfant travaille ou pas, eux ne savent pas. Depuis mon arrivée ici jusqu'à ce jour, à peine une dizaine de parents se sont présentés à nous pour demander des informations sur leurs enfants. Chez les parents intellectuels que analphabètes, en milieu urbain que rural, la situation est presque la même. Azové, qui semble être un milieu urbain, est encore rural. Rares sont les parents qui viennent demander comment le travail évolue au niveau de leurs enfants. Avant, on pensait que c'était seulement les parents illettrés qui n'arrivaient pas à encadrer leurs enfants. Mais les parents lettrés que nous sommes, fonctionnaires de l'État, la recherche du quotidien fait que nous ne nous occupons pas comme il le faut de nos enfants vis-à-vis du cursus scolaire. Et on se lève le matin, et on donne l'argent, c'est vrai, et ce qu'ils doivent manger, et puis on se sépare, et ça fait peut-être pour la plupart du cas le soir. Le soir, on est fatigué, on s'arrange pour qu'ils mangent, et puis on s'endort. Le lendemain, le cycle reprend. Inquiets de cette indifférence des parents face à la nécessité du suivi scolaire de leurs enfants, le président de la Fédération des associations des parents d'élèves du Koufou s'est lancé dans des séances de sensibilisation dans la région. Ces derniers temps, nous avons multiplié des rencontres de sensibilisation au niveau des établissements scolaires, tant primaires que secondaires, ne serait-ce que pour attirer l'attention des bureaux sur le fait qui consiste à suivre les enfants depuis la maison à l'école et partout ailleurs pour que les enfants puissent vraiment se donner au travail. En attendant que les parents ne prennent leurs responsabilités, la conséquence de cette situation sur les rendements scolaires ne se fait pas attendre. C'est clair, le rendement sera faible parce que pour que ça marche, l'encadrement doit être réciproque. Les administratifs que nous sommes, nous devons être informés de ce que l'enfant fait et à la maison. Ça peut nous permettre d'avoir un regard particulier vis-à-vis de l'enfant. Et aussi, les parents, quand ils sauront que leur enfant se comporte de telle ou telle manière à l'école, peut-être ne vient pas à l'heure, ou n'apprend pas ses leçons, ou bien ne traite pas l'exercice de maison, ça peut l'aider, ça peut aider aussi les parents à corriger, à nous aider dans ce sens. Donc, nous ne savons pas ce qui se passe à la maison, eux aussi ne savent pas ce que l'enfant fait à l'école. Bon, c'est sûr, ça ne marche pas. Pour ne pas se faire surprendre, les parents sont invités à se rendre dans les établissements de leurs enfants, qui pour la plupart cachent leurs bulletins scolaires. Ils cachent leurs résultats scolaires parce qu'ils savent que si leurs parents apprennent qu'ils ont des moyennes qui ne sont pas très bonnes, il peut y avoir des problèmes. Que les parents passent quand même chercher les bulletins de leurs enfants. À défaut des bulletins, quand même se rapprocher des membres de l'administration pour voir si effectivement leurs enfants se comportent bien dans le collège. Chaque parent doit prendre l'engagement vis-à-vis de lui-même pour suivre son enfant, aller tout au moins une fois par mois, s'enquérir de l'état du travail, du comportement de son enfant à l'école. Et puisqu'on se souvient du déchargement l'année dernière des directeurs d'école pour insuffisance de travail, il va falloir que les uns et les autres prennent leurs responsabilités encore qu'il est temps. Actualité en dehors du Bénin, Muhammadu Buhari tient à nouveau les rênes du pouvoir nigérian. Le président du Nigeria a mis un thème à la période d'intérim au sommet de l'État nigérian. Conformément à la Constitution, il a écrit au Sénat et à l'Assemblée nationale de son pays pour annoncer son retour aux affaires. On précise que depuis son départ pour la Grande-Bretagne à la mi-janvier 2017 pour y recevoir des soins, le Nigeria était dirigé par le vice-président Yemi Osinbajo. D'un président à un autre, Adama Barrow commence ce jour une visite de travail en France. Il sera question pour le président guinéen de parler de coopération économique. Il cherchera à relancer la coopération économique entre son pays et les États occidentaux. Cette visite de 48 heures s'inscrit dans une tournée européenne du nouveau dirigeant de la Guinée qui doit ensuite se rendre à Bruxelles. 2 experts onusiens sont des disparus depuis dimanche dernier. Ils ont été enlevés avec 4 autres personnes dans le Kasaï. L'acte serait l'œuvre d'un groupe armé non identifié, nous précise RFI.
Il souffrait du chômage depuis la délocalisation de nombreux emplois, mais les habitants de Dodgeville, à New York, ont retrouvé espoir depuis l'élection de Donald Trump qui, il l'espère, va tenir ses promesses de campagne en matière de création d'emplois. Dodgeville, dans l'État de New York, survit tant bien que mal. Autrefois, l'activité industrielle florissante de la ville garantissait des centaines d'emplois à ses habitants. Mais à la fin des années 1990, sa plus grande entreprise a délocalisé sa production à l'étranger. Le maire de la ville espère que Donald Trump va bientôt rapatrier des emplois dans la région. Si quelqu'un venait voir notre potentiel, peut-être que des entreprises reviendraient. Donald Trump veut que l'industrie revienne dans ce pays. Ici, c'est un endroit parfait pour ça. Dodgeville abrite encore quelques PME comme cette usine de battes de baseball. C'est l'une des plus grandes de la ville, mais elle n'emploie que 35 personnes. Parfois, on a 30, 40 personnes qui postulent pour un emploi ici, mais on ne peut pas toutes les embaucher. J'espère que reconstruire l'économie sera l'un des objectifs de Trump. Si vous regardez autour de nous, nos routes, nos ponts se fissurent. Les débuts de leur candidat Donald Trump à la Maison-Blanche sont agités. Manifestations monstres contre lui à Washington, soupçons de contact avec la Russie, démission de son conseiller en sécurité et le fameux décret migratoire. Mais ici, loin de New York ou de Washington, ces revers semblent sans incidence. Suzanne Fogarty dirige avec son mari une entreprise d'équipement forestier. Inquiète pour l'avenir durant la présidence Obama, elle se dit désormais beaucoup plus confiante. Je ne sais pas si la Russie était impliquée dans l'élection ou pas, mais le peuple américain a voté et nous devons respecter ce qu'il a décidé. Les manifestations anti-Trump sont quasi quotidiennes, mais la bourse de New York atteint de nouveaux records. Les habitants de Dodgeville, eux, attendent avec impatience le détail des mesures promises par leur président. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv.